bienvenue dans ce webinaire. On va pouvoir démarrer tout de suite. Un webinaire sur le code emailing, donc avec deux présentateurs. Donc, écoutez, moi-même, Nicolas Rousset, donc je suis le fondateur de l'agence INU et je suis en compagnie de Johanna Santos. Johanna, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Johanna Santos, donc je suis Alliance Manager au sein de la société Nomination que je vous présenterai plus tard. Super. Ah ben voilà, tu peux démarrer. Voilà. Je vais commencer par vous présenter Nomination. Par contre, est-ce que je peux demander à tous les participants de couper leur micro, s'il vous plaît, parce qu'on a, voilà, merci beaucoup, parce que du coup, je m'entends en double et c'est un peu perturbant. Merci beaucoup. Alors, Nomination, notre particularité, c'est de mettre à disposition de nos clients notre propre base de données que nous avons créée et que nous mettons à jour régulièrement. Et c'est là où vraiment on fait la différence. Oui, on a une base de 360 000 décideurs sur les 100 000 plus grosses sociétés en France. Mais ça, vous avez beaucoup de data providers qui vous vendent cette promesse-là. La différence qu'on a, nous, c'est qu'on crée la base, on appelle les gens régulièrement pour voir s'ils sont toujours sur le même poste, pour voir s'ils ont changé de poste, de numéro de téléphone, de mail, ce qui nous permet d'avoir une base qui est, vivante et à jour, et deux, qui est compatible RGPD en opt-out, puisque avant de rentrer quelques contacts que ce soit en base, nous contactons les personnes pour les prévenir et pour leur donner le choix de soit d'itérer les renseignements que nous avons collectés dans la base, soit de sortir de la base et de se désabonner, de ne plus y apparaître. Donc, et l'autre particularité qui nous permet de faire vivre cette base, c'est que nous commercialisons différents modules, soit de prospection, soit de marketing automation, et qu'à travers notre plateforme d'emailing, via laquelle nous réalisons 1500 campagnes environ d'emailing par an, nous traitons en direct tous les NPAI. C'est-à-dire que dès qu'un email est détecté en NPAI, on a 40 enquêteurs dont le travail n'est que ça, tout au long de l'année, de traiter les NPAI en appelant en direct les sociétés pour comprendre pourquoi l'adresse n'est pas bonne et quelle est la bonne adresse. Donc ça permet vraiment d'avoir un taux de délivrabilité qui est très performant et de s'assurer qu'on loue, on achète les bons contacts pour adresser la bonne cible. Ce qui est important. Merci, Johanna. Alors, qui sommes-nous, nous, à INU? Nous sommes une agence marketing de croissance spécialisée en génération de leads B2B pour les marques technologiques. Ça veut dire simplement qu'on aide les constructeurs, les éditeurs, les intégrateurs à aller chercher de nouveaux prospects, soit grâce à leur site Internet à travers des stratégies plutôt inbound marketing, soit sur des stratégies outbound marketing, dont l'email outreach, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on est 100% digital, donc on ne fait pas du tout ce qui est partie print ou tout ce qui est partie événementielle. 100% B2B, pourquoi? Parce qu'on a un background dans l'agence qui est B2B et depuis plus de 20 ans, moi ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce secteur, et dans l'IT, parce que je connais très très bien la partie distribution informatique, comme Johanna, d'ailleurs on vient un petit peu du même milieu. Voilà, alors avant de commencer, juste un petit peu les règles du jeu, ça va être 45 minutes chrono, donc on va essayer d'être le plus synthétique possible et de vous apporter le plus de valeur possible aussi. Soyez attentifs parce qu'on ne va pas envoyer les supports de présentation, le support PowerPoint. En revanche, vous aurez accès au replay par un lien cet après-midi. Et puis, restez jusqu'à la fin parce qu'on va voir un cas client plus les étapes de mise en place de ce fameux email outreach. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Yacine essaiera d'y répondre. Et sinon, pour des questions plus complexes ou si vous voulez une réponse en one-to-one, n'hésitez pas. Vous avez l'adresse de Yacine, donc yacine.kacham@inu.com. Il sera un plaisir de vous répondre. Alors, l'ordre du jour, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore possible en 2021-2022 de prospecter par email? Deuxième partie, comment bien prospecter par email en 2021? Donc là, on va vous parler de l'email outreach et on va développer. Et puis, si il nous reste un petit peu de temps, on fera la partie questions-réponses.
On va essayer de tenir dans les 45 minutes. On restera un peu plus longtemps pour les personnes qui veulent poser des questions. Voilà, pour les autres, vous aurez donc accès au replay cet après-midi. Alors, question, peut-on encore prospecter par email en 2021? Alors, on vous a mis l'image d'un chalutier qui fait un peu la pêche large, voilà, qui ratisse large en disant que ben, statistiquement, plus on a des gros filets, plus on a de chance d'attraper des poissons. Ben, c'est un petit peu la même chose en emailing. On se dit que statistiquement, plus on envoie, plus on a de chance d'avoir des retours en volume. La problématique, c'est qu'en fait, ben, on ne travaille pas son positionnement, sa cible en faisant ça, que finalement, en essayant de parler à tout le monde, mais finalement, on parle à personne. Et puis, ce qui est un peu incitatif dans ce genre de pratique, c'est que le emailing est en fait assez peu cher et qu'en fait, le frein, du coup, n'est pas du tout un problème. Donc, on se permet des actions qui vont à l'encontre des basiques du marketing. Alors, tout ça, ça engendre des problèmes, voilà, un petit peu des désastres, un peu comme la pêche intensive. Donc, on attrape un petit peu n'importe quoi là-dedans. Donc, en fait, on va communiquer auprès de personnes qui n'ont pas forcément d'intérêt pour vos messages, avec comme conséquence une détérioration de l'image de marque de votre société, surtout en B2B où les gens font attention à ça. Et puis une pression marketing trop élevée parce que vous recevez un nombre, j'imagine, incalculable d'emails par jour et certainement beaucoup d'emails que vous n'ouvrez pas. Pourquoi? Parce que vous avez une pression marketing trop importante. À l'inverse du courrier, on avait avant une pression du courrier très importante. Ben, quand vous aviez votre courrier dans votre boîte aux lettres, vous faisiez directement un classement vertical dans la poubelle. Aujourd'hui, quand vous recevez un courrier dans votre boîte aux lettres, ben, vous l'ouvrez parce que c'est intéressant. Donc, on est vraiment dans cette pratique de l'emailing où on reçoit vraiment trop d'emails et finalement, on n'y prête plus du tout attention. Alors, ce type de campagne, effectivement, l'emailing classique ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que les bases de données sont trop rarement segmentées. Et ça, c'est un gros problème pour pouvoir adresser des messages personnalisés. Et tout à l'heure, Johanna aura des statistiques là-dessus assez intéressantes. Les emails arrivent le plus souvent en spam, car ils sont envoyés à partir de routeurs de masse avec des IP qui sont blacklistés ou qui sont brûlés. Et puis, les messages sont souvent trop génériques et le plus souvent centrés produits. Nous, on est une agence qui vient de l'inbound marketing, qui vient d'un marketing centré sur le client et les besoins clients avec un gros travail sur les personas. Moi, j'aperçois quand je reçois des emails que ce sont des emails qui sont bien souvent centrés sur les produits, moi société, moi mes produits, etc. etc. Et ça n'intéresse personne. Voilà. Et le pire dans ce type de campagne, c'est les campagnes mutualisées. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir un email sur lequel il y a plusieurs sociétés qui vont mettre en avant un produit, un e-book, etc. Et au final, ce n'est pas du tout personnalisé et ça intéresse peu de monde. Voilà. Les conséquences, c'est quoi? C'est qu'on va avoir des faibles taux de délivrabilité. Hein, ce que j'appelle délivrabilité, c'est le fait que ça arrive bien dans votre boîte email et que vous puissiez voir ce message-là. On a des faibles taux d'ouverture sur les campagnes email. On a des faibles taux de clics. On va en parler tout à l'heure, on aura des statistiques. On a des taux de désabonnement qui sont élevés et un nombre élevé de plaintes pour spam. Voilà. Donc des points assez négatifs. Quelques chiffres pour mettre tout ça en lumière, c'est qu'il y a à peu près 347 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour, qui seront envoyés chaque jour en 2022, donc c'est quand même énorme, hein, on n'est que 7 milliards sur la planète et tout le monde n'a pas un ordinateur. On a un taux de spam supérieur à 0,1% peut vous condamner à être classé comme spammer chez un FAI. Donc un FAI, c'est un fournisseur d'accès Internet, ça va être un Orange, un Gmail, etc. Et un taux de spam, c'est quoi? C'est le nombre de plaintes pour spam pour 100 emails envoyés. Donc, si vous envoyez un email à 200 personnes, il suffit simplement qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui disent non, finalement, c'est un spammer pour que vous soyez considéré comme spammer. C'est pour ça, notamment, que c'est très important de toujours mettre un lien de désinscription dans vos messages. Et puis, moins de 1 email sur 5 est légitime, ça veut dire que 80% des emails sont des emails que vous n'attendez pas, ce sont des emails interruptifs, c'est des emails qui n'ont pas forcément d'intérêt pour vous. Là, je vous montre un petit sondage LinkedIn qu'on a fait. Alors, il n'y a pas eu forcément énormément de réponses, mais ça permet de voir en fait que on est sur un résultat équilibré avec une personne sur deux qui considère finalement que l'emailing,
bah, c'est mort. Bah, finalement, ça ne va plus faire partie de leur pratique de prospection en 2021. Ce qui est tort, ce qui est un tort. Pourquoi? Parce que je pense que l'email marketing reste quand même un levier extrêmement intéressant. Je crois qu'Yacine, tu voulais faire un sondage là-dessus. Si tu peux lancer ton sondage. Voilà. Alors, Johanna. Oui, pourtant, comme tu le disais, en fait, tes remarques étaient très pertinentes. Nous, on a la vue client qui dit on en a ras-le-bol, on est spammé, on reçoit trop de messages qui ne nous concernent pas. Et d'un autre côté, tous les baromètres qui sont menés par les instituts qui mettent sous surveillance les métiers des marketeurs, je pense au CMIT, à la DTEM et j'en passe, montrent que pourtant, et encore plus depuis le confinement, l'emailing arrive en tête des tactiques utilisées par les marketeurs. Avant, le plus gros investissement en termes de budget marketing pour rencontrer les clients et les prospects, c'était évidemment le présentiel, puisque ça coûte plus cher par personne adressée. Évidemment, les marketeurs n'ont eu d'autres... la meilleure alternative pour eux et la plus facile à mettre en œuvre, c'était l'emailing. Donc, ils se sont tous rabattus sur ces tactiques-là. Et aujourd'hui, sur 2020, on constate que c'est le plus gros investissement des marketeurs. Alors pourquoi? Comme tu l'as dit, hein, c'est une tactique qui est assez peu chère parce que l'allocation d'une adresse email reste somme toute abordable. Et puis, c'est une pratique qui est facile à mesurer puisqu'on a les taux d'ouverture, les taux de clics, contrairement à une campagne télé ou quelque chose comme ça, où on a des audiences et on a des études médiamétrie, mais c'est plus difficile de voir quel est le ROI. Et puis, les marketeurs misent sur cette tactique parce que, évidemment, les gens, quand ils arrivent au bureau, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leur ordinateur et ils lisent leur mail. Donc, c'est un moyen facile de toucher une cible. Et comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai travaillé dans mes précédentes carrières avec des gros faiseurs d'emailing, notamment les grossistes informatiques. Et depuis 5 ans déjà, avec ces partenaires-là qui ont des bases énormes, on travaillait sur de la rationalisation. Parce que le constat qu'on a fait, c'est non, l'emailing n'est pas mort, on ne peut pas se dire c'est fini, on ne peut plus compter sur cette tactique-là, mais il n'y a pas de baguette magique, ce n'est pas une formule magique, on fait abracadabra et l'email est lu par le prospect qui clique sur le call to action. Il y a vraiment des enjeux qu'il faut bien connaître et bien maîtriser pour avoir des campagnes qui soient utiles et avec un ROI intéressant. Et je pense que ça fait partie de ce que tu vas nous montrer maintenant, Nicolas, si je ne me Oui, trompe tout à pas. fait. Donc, on va parler des enjeux. Donc, les véritables enjeux pour l'emailing, c'est d'avoir la meilleure base de données possible. Et tu vas nous parler un peu plus de ça dans la présentation. 2, c'est travailler cette délivrabilité. Donc, c'est faire en sorte qu'on arrive bien dans la boîte email. Et pour ça, il faut avoir une mise en place technique irréprochable. Donc, on n'est pas sur, en tout cas sur l'email outreach, sur des routeurs type Sendinblue, type Mailchimp, Mailjet, etc., à qui on va déléguer ces parties-là. Dans l'email outreach, on va prendre en main sa délivrabilité. On va acheter des noms de domaine, on va mettre en place des boîtes email et on va travailler toute la partie technique. Et puis, un point important, c'est travailler ses messages, c'est travailler le copywriting, c'est s'intéresser à qui sont ses prospects et qu'est-ce qu'ils pourraient attendre comme message et quelle valeur ajoutée on peut leur apporter à travers nos emails. Donc, c'est ce qu'on va voir dans les slides qui vont venir. Alors, c'est vrai que c'est pas facile d'arriver dans la boîte principale de vos prospects. Il faut passer les filtres anti-spam, il faut arriver dans la bonne catégorie si vous avez une boîte Gmail. C'est pas facile, mais c'est possible et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer. Alors, comment bien prospecter par email en 2022? Il faut d'abord commencer par choisir la bonne base de données et c'est ce dont tu vas nous parler, Johanna. Oui, alors évidemment, ça a l'air d'être de l'enfonçage de porte ouverte. Évidemment, tout le monde veut avoir la meilleure base de données possible. Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première chose, c'est d'acheter des contacts scrapés depuis le web. Alors, c'est une solution. C'est souvent la solution, c'est une solution qui est peu chère.
Le défaut de cette tactique, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont scrappé la base INSEE. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous avez un serveur un petit peu costaud, vous le mettez vous le mettez en action pendant quelques minutes ou 1 heure ou 2 selon la capacité, et vous descendez les 7 millions de sociétés qui sont aujourd'hui dans la base INSEE. Elle est accessible à tout le monde, c'est public. Après, elle s'est enrichie avec des noms de contacts et des adresses mail, et c'est là que le problème commence. Parce que souvent, ce sont des adresses mail qui sont intuitées, avec des algorithmes qui essayent de deviner l'adresse mail par rapport à d'autres adresses mail qui ont été récupérées. Donc déjà, le taux de fiabilité baisse, et se rajoute là-dessus le peu de connaissances sur la fonction des personnes et le peu d'analyse qu'on peut faire. Parce que souvent, les fonctions sont des fonctions qui sont scrappées sur LinkedIn. Or, vous savez que sur LinkedIn, il y a peu de gens qui utilisent les fonctions qui sont proposées en standard. Chacun écrit le nom de poste qu'il a dans sa boîte pour être identifié. Et du coup, pour faire des analyses et du ciblage, gros mot de tête en perspective et pas beaucoup de ROI derrière, sûrement. Et donc, un peu déceptif. La deuxième chose, c'est créer sa base de données. C'est possible, mais ça demande du temps et de la méthode. Et ça demande aussi de s'appuyer sur des gens qui s'y connaissent un petit peu et qui vont piocher aux beaux endroits. Et après, c'est pas tant créer sa base de données qui demande du travail, c'est de la maintenir à jour. Parce que, comme vous le savez sûrement, surtout sur les fonctions cadres et cadres supérieurs, il y a un turnover entre 20 et 25% par an. C'est-à-dire que les gens changent de poste. 25% de votre base va changer de poste, que ça soit à l'interne dans sa propre société ou va changer de société. Donc, pour maintenir cette base, il faut du temps et de la ressource. Alors, la troisième solution, c'est de passer par YNU, qui est qui a un partenariat très fort avec Nomination et qui s'appuie sur notre base de données avec les caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure. Nous, notre métier, c'est de sourcer les bons contacts avec les bonnes informations derrière, de s'assurer que les gens à quel niveau de décision ils sont, s'ils font partie du comité de direction, s'ils ont un C-level, leur capacité à engager des budgets pour pouvoir être intéressant pour vous de les cibler pour réaliser du business. Ok, un petit rappel, merci Johanna, un petit rappel de la partie RGPD avant de continuer, juste pour dire qu'en fait, en B2C, si on n'a pas d'opt-in, c'est-à-dire un consentement préalable d'une personne, d'un particulier, c'est pas possible de lui envoyer un email. En revanche, c'est possible de le faire sur vos clients existants. Au contraire, en B2B, même si la CNIL recommande l'opt-in, elle permet l'opt-out. Donc, ça veut dire qu'il est possible, sans consentement préalable, d'envoyer un email à des professionnels à 2 conditions. Un, il faut que ce soit un intérêt légitime. Ça veut dire qu'il faut envoyer un email avec une offre ou un contenu, en tout cas, qui corresponde au poste de la personne. On ne va pas, par exemple, j'en sais rien, envoyer un email sur des voitures à un responsable commercial. Voilà. En revanche, on pourra lui envoyer un email sur une CRM parce que ça fait partie de ses préoccupations. Et puis surtout, il faut mettre un lien de désinscription. Donc j'insiste dessus, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il faut bien mettre un lien de désinscription sur tous vos emails. Il n'y a rien de pire que de recevoir un email de prospection. On sait que c'est un email de prospection, qu'il n'y a pas de lien de désinscription, donc on a plutôt envie, dans ce cas-là, de le dénoncer comme spam et avec toutes les conséquences que ça peut avoir pour la personne qui fait l'emailing. Alors, pour envoyer des emails, il faut envoyer des emails avec la bonne méthode. Voilà. Et la génération Lead a fait un bond en avant avec l'email outreach. On va vous expliquer ce qu'est l'email outreach. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, on va déjà partir de ce qu'est l'email classique. L'email classique, c'est envoyer des emails en masse, avec un email qui est un format HTML, qui n'est pas un format texte. La différence, c'est que quand quelqu'un va vous envoyer un email depuis sa boîte Outlook ou depuis sa boîte Gmail, vous avez un email qui est en format texte. Contrario, quand vous recevez un email de prospection, vous avez un email qui est formaté avec des couleurs, qui est en 600 pixels de large, etc. Donc ça, c'est un email HTML. Donc c'est ce qu'on utilise pour les emails marketing. C'est des emails, en général, qui sont faits au one-shot, qui ne sont pas sous forme de séquence, même s'il peut y avoir une relance. La personnalisation, en général, est limitée. Ce sont des envois en masse. Vous n'avez pas de limitation d'envoi d'email
par votre routeur. Mais le problème, c'est que vous avez des délivrabilités qui sont limitées. Donc ça va dépendre beaucoup de votre routeur. Mais ce que moi j'appelle délivrabilité, c'est le fait que ça arrive bien dans la boîte email. C'est pas parce qu'en fait vous avez une délivrabilité de 90 ou 95% que la personne va bien voir l'email. Vous avez des faibles taux d'ouverture et des faibles taux d'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'email outreach? L'email outreach, en fait, c'est un email qui va être en texte brut. Donc, on va essayer de singer le travail d'un commercial, comme si c'était un humain qui va vous envoyer un email. On va travailler aussi sous forme de séquence. C'est-à-dire qu'on va envoyer un premier email, un deuxième, un troisième, voire un quatrième. Comme si c'était un humain qui faisait une relance derrière. Ça va être des emails qui vont être hautement personnalisés. On peut même aller jusqu'à personnaliser les images qu'on va mettre dans l'email. Et puis, ça va être des envois en one-to-one à partir de véritables boîtes email. De fait, le nombre d'envois est limité. Sur Gmail, par exemple, Gmail vous recommande de ne pas envoyer plus de 100 emails par jour. Donc, ça veut dire que par boîte email, si on s'appuie sur Gmail, on ne pourra pas envoyer plus de 100 emails par jour. Donc, si on veut contacter plus que 100 personnes, il faut ouvrir plus de boîtes email. En revanche, on a une très bonne délivrabilité. On a des taux d'ouverture qui vont de 30% jusqu'à, sur les très bons emailing, jusqu'à 90%, et on a d'excellents taux d'engagement. Alors, à quoi ça ressemble exactement? À gauche, je vous ai mis à quoi pouvait ressembler un email outreach. Donc, on voit que c'est un email sous format texte. Et puis, à droite, vous avez un email classique d'emailing que nous, on envoie, par exemple, notre newsletter. Sur l'email de gauche, vous voyez qu'il y a une image avec un commercial qui tient un laptop. Et dans ce laptop, en fait, ce qu'on peut mettre, c'est qu'on peut mettre le screenshot, par exemple, du site web de la personne à qui on va écrire. Donc, cette personne va recevoir cet email-là, elle va recevoir l'image et elle va voir dans l'image son propre site internet. Donc, ça va l'interloquer. On avait fait, je me souviens, une campagne pour nous-mêmes dans laquelle on avait mis vous avez été sélectionné pour être le responsable marketing de l'année et on avait mis un petit diplôme avec le nom de la personne et avec sa photo. Voilà, et ça avait plutôt pas mal marché. Donc voilà la différence, c'est ce qu'il faut bien comprendre entre ce que l'email outreach, on va singer un commercial, contrairement à la newsletter qui est un email HTML qui est envoyé en masse. Alors, quel résultat attendre? Johanna, je crois que vous avez fait une étude vous faites régulièrement une étude chez Nomination. Exactement. En gros, comme je vous disais, comme on a un module de marketing automation qui permet de cibler les contacts de notre base et de leur envoyer des emails. Donc, tous les ans, en janvier, nous réalisons un baromètre de ce qui s'est passé sur les 12 mois écoulés et nous publions et partageons les statistiques, les évolutions, etc. Donc là, on se base sur plus de 1500 campagnes, donc 1541 campagnes, comme vous pouvez voir, qui ont été exécutées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Ce qui est intéressant, c'est que ça englobe les premières périodes de confinement. Donc, on a pu regarder un peu quelles sont les évolutions par rapport à 2019 et qu'est-ce que le télétravail, notamment intensif et intensifié, a changé dans les méthodes d'emailing. Alors, déjà, ce que ça a changé… Alors, ce que je vous propose ici, donc dans les colonnes bleues, c'est les stats sur nos campagnes, et dans la colonne jaune, c'est les baromètres des emailing en France qui sont présentés par là des thèmes, le CMIT. On a fait une moyenne de tous les baromètres emailing de 2020 pour les comparer. Donc, sur les taux de délivrabilité, on continue à être, c'est assez stable. Le problème qu'on a, c'est que sur les taux d'ouverture, et donc du coup, évidemment, sur les taux de clics, ça a beaucoup baissé. Là où on était, vous avez sûrement en tête des taux d'ouverture autour de 20%. Les taux d'ouverture ont un peu baissé. On estime que c'est sûrement dû au fait, d'abord, que, comme disait Nicolas, on est sursollicité, que tous les marketeurs, comme je vous le disais tout à l'heure, se sont rués sur la tactique marketing, mais aussi que sûrement beaucoup de règles n'ont pas été respectées parce qu'on a été un peu dans le mode réactif. On lance la pêche au chalut, on lance les gros filets et sans respecter les règles d'or pour l'ouverture. Il y a aussi un phénomène qui a été mis en place. Comme beaucoup de sociétés ont intensifié le télétravail, ils ont mis beaucoup de règles de spam,
et de robots, etc. derrière. Donc, ça a un peu changé la donne sur les taux d'ouverture, les taux de clics, etc. Il y a eu beaucoup de réactivité par rapport à ça. Mais ce qu'on constate, c'est que les taux d'ouverture ont baissé quand même au niveau national de 20 à 11%. Donc, ça a été divisé par 2. D'où vraiment la nécessité de vraiment être rigoureux et de suivre les règles qui vont vous permettre de délivrer le message et que votre message soit lu. Tu peux juste avancer sur le slide suivant? Oui, alors justement, donc c'est vrai que tu vas nous parler des bonnes pratiques à adopter alors. Donc, on a fait des études, comme on a des gros clients qui ont des gros volumes d'emails à travers notre plateforme et qui utilisent beaucoup d'A/B testing. On a fait des études notamment sur la taille de l'objet et l'impact que ça a sur les taux d'ouverture. Alors, on dit toujours il faut être clair et concis pour faciliter l'ouverture. Oui, on le voit, si vous êtes à moins de 25 caractères, vous avez un très bon taux d'ouverture. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'un titre très explicite donne exactement le même nombre, pratiquement d'ouverture, puisqu'on est à 16,6, on est même au-dessus. En revanche, ça donne un meilleur taux de conversion, un meilleur taux de clic, parce que sur un titre de moins de 25, vous êtes en mode teasing. Donc, vous êtes ouvrez-moi, gagnez quelque chose, ou vous êtes vraiment en mode teasing. Donc, vous avez quand même des curieux qui vont ouvrir, mais qui ne vont pas cliquer. Donc, en fait, un titre explicite vous donne le même taux d'ouverture, mais un meilleur taux d'engagement derrière. Je crois qu'il y a le moment aussi. Pardon, je te coupe. Parce que Oui, le moment oui. aussi est important. Exactement. Alors, évidemment, tout le monde avait en tête le mardi et le jeudi comme étant les jours de prédilection, et c'était le cas avant. Si vous regardez les études antérieures à 2020, on avait une forte progression, on avait une forte démarcation sur le mardi et le jeudi. En revanche, le télétravail, les confinements, etc., ont complètement lissé ce phénomène. Parce que vous voyez ici, si vous regardez les colonnes bleues, c'est les taux d'ouverture qu'on a constatés sur notre plateforme. Donc, on est peu ou prou, on va dire, entre 14 et 15%. Et finalement, le lundi, on voit que le lundi, ça a le même taux d'ouverture que le jeudi. Mais le constat qu'on a fait là, c'est que le taux d'ouverture a globalement baissé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que là où on était à des taux plutôt aux alentours de 25-30 les mardis et jeudis et en dessous de 10 les autres jours, on voit que ça a lissé complètement et on est aux alentours de 14-15% maintenant, quel que soit le jour où on envoie la campagne. Alors, à droite de l'écran, ici, vous avez une toile d'araignée. Je suis désolée, comme c'est un filigrane, on ne voit pas forcément sur ce format-là les chiffres, mais je vais vous les commenter. En réalité, c'est pareil, on a une grosse évolution sur les taux de programmation des emails. Avant, les heures de programmation des emails qui étaient les plus intéressants, on constatait que c'était 1 heure ou 2 heures avant les heures de sortie de bureau, donc entre 10h et midi pour l'heure du déjeuner et entre 16h30 et 18h pour la sortie bureau le soir. Or, on constate que ça a complètement changé. Maintenant, l'heure de prédilection, c'est après 18h, puisque les gens ont des pratiques de télétravail et du coup, ça change complètement leur réaction par rapport au traitement de leur boîte mail. Et pendant l'heure du déjeuner, en fait, c'est entre 12h et 14h qu'on a les plus forts taux d'ouverture quand on fait toutes les comparaisons au global et sur de l'A/B testing, avec les mêmes emails envoyés avec les mêmes titres, etc. Donc, Alors, oui. Pardon, excuse-moi. Non, tu as des stats aussi sur la segmentation des bases de données. Oui, absolument. En gros, ce qu'on a constaté, et c'est ce qu'on martèle depuis plusieurs années, et ce que tu disais tout à l'heure, alors c'est pas plus la base est petite, mais c'est plus la base est segmentée et plus les taux d'ouverture et les taux de clics sont intéressants.
forcément, là encore, c'est de l'enfonçage de porte ouverte. C'est comme, si on reprend l'image de la pêche au chalut, si vous avez, une solution, qui gère, les populations de sales, sur le terrain, mais que vous ciblez toutes les sociétés de plus de 500 personnes, vous allez avoir moins de taux d'ouverture que si vous ne ciblez les sociétés qui ont des forces, sales mobiles. Parce que toutes les autres, ça ne va pas du tout les concerner, donc vous allez être à côté. Donc vraiment, nous, ce qu'on recommande et ce que recommandent nos commerciaux, et c'est là-dessus aussi que Nicolas va intervenir, c'est de bien connaître votre base, plutôt que d'acheter des bases pas chères et très larges, c'est de bien connaître votre base et de construire le funnel de prospection. Ok. Alors, on peut se poser la question, donc, est-ce qu'il y a une véritable différence entre l'emailing classique, donc les résultats qu'on voit là, et l'email outreach? Donc, on vous a mis en fait les résultats de clients chez Lemlist. Donc, Lemlist est un outil qui permet d'envoyer ce type d'email. Ce qu'on voit, c'est que on a des taux d'ouverture qui sont aux alentours de 69, 89, 75%, 65%. Et on a des taux de réponse qui peuvent aller jusqu'à 30%, voilà, 20%, 17%. Alors, c'est certainement des très bonnes campagnes qui sont faites par les agences qui bossent avec Nemlist, mais quand même, on voit qu'on a des taux d'ouverture qui sont bien plus importants et on a des taux de réponse qui sont plus importants. Alors, on va vous montrer maintenant un résultat que nous, on a eu avec un client. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Esker, mais Esker, en fait, c'est une société française qui est spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion, commandes d'achat, etc. Grosso modo, vous recevez des commandes par dizaines, par centaines, par jour. Vous avez besoin de les traiter. Vous faites de l'OCR, donc la reconnaissance des documents. On va reconnaître le nom de la société, on va reconnaître les volumes, les montants, etc. On va pouvoir mettre tout ça dans votre comptabilité. Donc, ils sont spécialistes de ce document, de ce type de business-là, et ils travaillent avec des très, très grands comptes. Leur problématique, c'était justement d'aller chercher des comptes, des très grands comptes, donc des sociétés qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur des industries très spécifiques et sur des postes très spécifiques. Donc, ils recherchaient des directeurs supply chain, des directeurs de services clients, des responsables ADV et des DSI dans ces très grandes sociétés. Ces gens-là, ce sont des gens qui sont sursollicités. C'est des gens qui ont des règles de sécurité très avancées et qui ont des filtres anti-spam très puissants. Donc, difficulté pour Esker d'aller toucher de manière classique avec des opérateurs qui font de la génération de leads, justement avec de l'email marketing classique, d'aller chercher ce type de clients-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec eux sur un dispositif. Donc, le dispositif consistait à trouver les documents de conversion qui pouvaient intéresser ces personnes-là, créer un mini-site spécifique pour Esker. Donc, on a eu 4 documents. Donc, on a fait 4 landing pages spécifiques. Et pour chaque cible et pour chaque document, on a mis en place des campagnes composées de 2 emails. Donc, on a acheté un nom de domaine, qui était un nom de domaine qui était le b2b-esker.com, qui n'est pas le nom de domaine d'Esker, de manière à pouvoir mettre en place toutes les boîtes d'envoi d'email. Donc, mise en place du nom de domaine, mise en place de ces boîtes email, mise en place du site Internet. Alors, quel résultat on a eu? On a eu des taux d'ouverture qui oscillaient entre 25 et 43% selon les cibles. Sur cette cible-là, c'est pas mal. On a eu 48 leads. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sur ces 48 leads, on a eu 13 projets. Donc, ça fait quasiment 1 sur 4. Et sur ces projets, il y en a 4 qui étaient des projets à court terme et 9 projets à moyen terme. Donc, Esker, sur ce travail qu'ils ont pu effectuer avec nous, ont été, je peux vous dire, ravis. Et on continue d'ailleurs avec eux sur ces campagnes-là. Alors, comment justement on peut vous aider? En fait, comment ça se passe un dispositif Outreach quand vous allez travailler avec nous? Là, ça part d'un brief qu'on va faire, sur lequel on va identifier les thématiques avec vos équipes. On va, de manière optionnelle, créer un e-book, un outil de conversion. Ensuite, on va travailler sur le ciblage, on va travailler sur le copywriting et les séquences d'emails qu'on va pouvoir envoyer. Donc là, on va s'intéresser effectivement à votre offre, à eux, à la manière dont on va écrire ces emails-là.
Ensuite, on va mettre en place cette plateforme d'envoi one-to-one, hein. Donc, ça prend pas mal de temps. Il y a la mise en place technique, setup, et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle, on va préchauffer les adresses email, c'est-à-dire qu'on va travailler avec d'autres sociétés et on va s'envoyer des emails à partir de ces boîtes email concrètes, de manière à manuellement les remettre dans les bonnes catégories et de manière à optimiser la délivrabilité. Voilà. Et donc ça prend beaucoup de temps, ça prend à peu près 3 semaines avant qu'une campagne puisse démarrer correctement. Et puis ensuite, on fait nos envois de séquences, on fait de l'A/B test sur l'objet et sur le contenu d'email et on l'améliore au fur et à mesure. Option de création d'un e-book, on vous en a parlé. Les différents use cases de l'email outreach, ben, vous pouvez le faire soit pour faire de la vente, hein, de la génération de leads ou même pour vendre. Vous pouvez le faire pour du networking. Vous pouvez l'utiliser pour contacter votre réseau LinkedIn, hein. Il suffit d'extraire scraper votre réseau LinkedIn et ensuite le contacter. Vous pouvez le faire pour des opérations de recrutement, donc là c'est très spécifique, très ciblé, ou pour de l'événementiel, éventuellement pour organiser des workshops, ou pour envoyer des emails de follow-up aux gens qui ont participé à vos événements. Alors, on a créé en fait 2 packs autour de ça. On a un pack grosse lead en continu, donc qui coûte, c'est sous forme d'abonnement, avec un abonnement de minimum de 6 mois, parce qu'il faut quand même un certain temps pour obtenir des résultats. Et c'est un abonnement qui coûte 750 € par mois. Donc, je vous ai mis le contact de Yacine, si vous voulez le contacter directement, si vous êtes intéressé par ce type d'offre. Et puis, sinon, si vous voulez une campagne qui soit plus importante, ça veut dire qu'il va falloir créer plusieurs adresses email. On peut avoir effectivement une base qui soit très segmentée avec plusieurs cibles. C'est un petit peu ce qu'on a fait pour Esquire. Dans ce cas-là, on va travailler en mode projet. C'est à partir de 3 500 € hors achat de base de données. Alors, comment ça se passe, la mise en place? La première chose, c'est de définir une cible, si tu veux en parler un petit peu, Johanna. Oui, la première chose, ben, si vous que peut sur lequel, INU peut vous accompagner puisqu'ils ont complètement accès à notre plateforme, de marketing automation, c'est comme on disait tout à l'heure, bah, bien définir la cible, ne pas se contenter de dire: «Ben, je veux, adresser toutes les sociétés qui sont, de tel type», mais aller plus loin, c'est-à-dire, évidemment, vous allez cibler une industrie, mais la taille de la société, regardez, sur quelle taille de société vous êtes le plus pertinent, la fonction dans l'entreprise, on le disait tout à l'heure, pas se contenter de dire: «Je veux les responsables marketing», mais peut-être se dire: «Bah, la personne qui est décisionnaire dans mon cas, c'est pas forcément les responsables marketing, mais les directeurs marketing». Donc faire bien attention que la personne que vous ciblez est décisionnaire ou peut-être, qu'elle est juste influenceur, mais dans ce cas-là, le message doit être différent si vous parlez à des influenceurs ou si vous parlez à des décideurs. Bien être aussi, vigilant sur la zone géographique. On a parfois des clients qui ciblent sur toute la France en se disant: «Bah, chouette, on aura plus de contacts», mais en réalité, comme ils ont peu de capacité à aller envoyer, des consultants pour, déployer le produit en Corse, parce qu'il y a besoin d'une mise en place physique, bah, pour le coup, c'est déceptif parce que, ils vont avoir, des prospects qui vont être dans des régions où eux peuvent pas forcément délivrer le service. Donc voilà, faut être très, très vigilant et il vaut mieux réduire sa cible et avoir des contacts pertinents que, de perdre son temps et enfin, c'est une perte de temps et pour vous et pour le prospect en réalité. Ouais, tout à fait, parce qu'il faut essayer de trouver ce qu'on appelle les icebreakers, c'est-à-dire les phrases d'introduction. Et plus C'est on va segmenter, plus on va pouvoir trouver des icebreakers qui sont pertinents. exactement. Alors, ce qui est important aussi, c'est de trouver le bon call to action. Donc, on peut avoir 2 types de campagnes, hein. On peut avoir un type de campagne sur laquelle on va inciter les personnes à avoir un téléchargement. Et puis, on peut avoir un type de campagne qui va plutôt être axé sur un contact commercial avec une prise de rendez-vous ou une réponse à un email. Et nous, notre conseil, c'est vraiment de travailler vos personas en amont avec la bonne méthode. Donc, si vous ne l'avez pas fait, nous, on a développé une méthode qui est basée sur les travaux d'Adèle Revela et sur lesquels on va travailler sur l'initiative prioritaire, c'est-à-dire pourquoi votre client va investir 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € dans une solution. Voilà, il faut essayer de chercher pourquoi. Qu'est-ce qu'il en attend, les facteurs clés de succès, les obstacles perçus, qu'est-ce qu'il attend dans une solution, comment il fait ses shortlists, etc. etc. On n'est pas du tout sur des personas, ce que vous pouvez voir aujourd'hui sur Internet, où on va chercher Patrick, qui va chercher ses enfants à la sortie d'école et qui habite en province. Ça, on s'en fiche totalement. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment
les motivations d'achat, et c'est ce sur quoi on va travailler pour les campagnes email, pour essayer de trouver des bonnes motivations. Ensuite, il y a choisir l'outil. Je passe rapidement. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent d'envoyer des emails. De la même manière que vous avez plein de routeurs aujourd'hui qui vous permettent d'envoyer des campagnes d'email marketing, aujourd'hui, vous avez plein de sociétés comme Lemlist. Lemlist est une société française qui fait ça. Vous avez Woodpecker, vous avez Wallaxy aussi, qui est une société française qui fait ça. Vous en avez plein. Mais l'outil ne va pas faire en sorte que votre campagne soit réussie. Voilà, il faut vraiment travailler en amont un certain nombre de choses pour que cette campagne soit réussie. Notamment, il y a la mise en place technique. Et dans la mise en place technique, il y a une grosse partie qui est un petit peu compliquée dès qu'on commence à travailler avec des PME ou des grands comptes, c'est-à-dire qu'il faut aller travailler sur les boîtes email. Donc, on ne va pas utiliser les boîtes email de Bouygues Télécom pour aller faire la campagne, ni la boîte email d'Esquire. Donc, on est obligé d'acheter un nom de domaine spécifique. Et donc, on achète ce nom de domaine spécifique. Ensuite, on va mettre en place des boîtes email à partir de ce nom de domaine. Et on va essayer de travailler sur des choses qui sont un peu techniques, mais ça va être grosso modo, on va faire en sorte que votre email soit légitime et qu'il soit signé de la bonne manière vis-à-vis des fournisseurs d'accès Internet pour qu'il soit considéré comme un email légitime, qu'il arrive bien dans la boîte. Donc, on va travailler sur ce qu'on appelle les DKIM, sur les SPF, les démarques. On va créer aussi un custom tracking domain qui va permettre de suivre en fait vos emails, les ouvertures et les clics. Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle le warm-up du domaine, c'est-à-dire qu'on va travailler avec d'autres sociétés et s'envoyer les emails pendant un certain temps de manière à faire en sorte que l'email soit considéré comme non pas un email marketing de base, mais qui soit bien considéré comme un email, comme si c'était vraiment un commercial qui envoie à une personne physique. Voilà. Et donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, ça prend à peu près 3 semaines à mettre en place. Et puis le copywriting, voilà, le copywriting, c'est quand même très, très, très important. C'est l'art et la manière d'utiliser les mots pour vendre. Alors, il existe différentes méthodes d'écriture ou stratégies, AIDA étant la plus importante. Et puis, il y a cette partie aussi, faire de l'A/B testing sur le message et sur l'objet, de manière à faire en sorte qu'on ait des emails qui soient à la fois ouverts et des emails qui soient lus et cliqués. Voilà, donc on arrive au bout. En résumé, l'email outreach est sans doute le meilleur compromis pour nous, en tout cas, entre l'email marketing de masse et l'ABM. L'ABM, c'est vraiment du sur-mesure, donc on est vraiment entre les deux. On a une mise en place qui peut sembler compliquée, mais elle est vraiment indispensable pour la bonne réussite. Il faut passer du temps là-dessus. Pour obtenir des résultats, il faut s'intéresser à sa cible et puis segmenter ses messages. Et puis évidemment, avoir une base de données impeccable qui soit RGPD compliant et enrichie. Donc là, nomination tient toute sa place. Et puis faire de l'A/B testing, tester, voilà, pour que ça fonctionne. Voilà, on arrive au moment des questions-réponses. Je crois qu'on a tenu pile poil nos 45 minutes. Bravo, Nicolas. Voilà, Johanna, merci d'être intervenue. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux Non, en fait, questions-réponses? le mot de la fin avant les questions-réponses, c'est de dire, en fait, en résumé, tout ce qu'on vous a raconté là, c'est que non, l'emailing n'est pas mort, à condition d'être sûr d'envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Et c'est là où YNU et Nomination, on est là pour vous accompagner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on va vous répondre en live. Et moi, je l'ai écrit dans le chat, mais je vous le répète, si vous voulez récupérer toutes les datas du baromètre emailing, n'hésitez pas à envoyer un email à Yacine qui vous partagera le baromètre avec toutes les datas. Et comme ça, vous aurez les comparaisons entre 2019 et 2020 pour voir comment les pratiques ont un peu évolué. Vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Yacine, est-ce que ton micro est ouvert? Est-ce que tu as des questions? Oui, bonjour à tous. Alors, on a une question de Vivian qui demandait ce dispositif, donc je suppose qu'il parlait de l'email outreach, est possible à l'international, UK, US, Irlande, Allemagne, Espagne. Bien sûr, oui, ça marche dans tous les pays. Hein. Là, j'ai cité des gens comme Lemlist qui opèrent en France, mais Lemlist opère aussi aux États-Unis. Donc,
en fait, ce qu'on fait en France, on peut tout à fait le faire à l'étranger. Il suffit simplement d'avoir des bons copywriters qui vont vous écrire des messages dans la langue. Voilà. Alors moi, je vais juste ajouter quelque chose. En revanche, la base nomination aujourd'hui est une base de contact en France. Ça va changer à l'avenir, mais pour l'instant, on target les 100 000 plus grosses sociétés françaises. Pas de contact étranger pour l'instant pour nous. Super. Deuxième question, une question de Denis. Alors, pourquoi dans les outils, vous ne citez pas HG, autorépondeur ou les concurrents américains? Eh ben, Woodpecker en est un. Lemlist, aujourd'hui français, mais aussi opère aux États-Unis. Voilà, parce que nous, on travaille en France et qu'on connaît les sociétés françaises, mais voilà, des outils, on en trouve dans tous les pays, évidemment. Ok. Troisième question de Thomas. Pouvez-vous nous expliquer la complémentarité et le package global de vos deux solutions? Alors, les deux packages, en fait, ont été faits, un pour plutôt sur la partie PME, où en fait, on va vouloir automatiser sa prospection et avoir des leads de manière continue. Donc ça, c'est la partie abonnement, tout au long de l'année. L'autre, c'est plutôt, s'adresse plutôt aux grands comptes qui travaillent plutôt sur des budgets qui ont des budgets trimestriels, donc ils ne peuvent pas se permettre de s'engager sur plus d'un trimestre. Donc, on a mis en place ce package-là qui permet de travailler sur un trimestre, c'est-à-dire qu'on va toucher beaucoup plus de contacts, mais sur un temps beaucoup plus limité. Donc, on a une partie technique avec la mise en place des boîtes email qui est plus conséquente. Voilà. Donc, en fait, on va peut-être envoyer le même nombre d'emails, mais sur un temps beaucoup plus limité. D'accord, merci. Et autre question pour Johanna. La base de nomination est plutôt grand compte? Alors, la base de nomination était effectivement historiquement plutôt grand compte. Cet été, nous avons agrandi notre base et nous descendons maintenant jusqu'à 10 salariés. Alors, quand je vous dis qu'il y a 100 000 sociétés en base, la particularité, c'est que nous, on compte les sociétés pas d'après les codes Sirène, Siret. C'est-à-dire que pour nous, Total, c'est une entité. Quelle que soit pas les filiales qui n'ont pas le même nom, mais quelle que soit l'activité. Donc, Total, aujourd'hui, ça doit être 50 Sirène ou Siret. Pour nous, c'est une entité. Donc, quand je vous dis 100 000, c'est beaucoup plus que 100 000. En réalité, vous avez plus de 100 000 entités, mais 100 000 entreprises en base et qui part à partir de 10 salariés. Ce qui est intéressant, par exemple, si on cible des comptes, des très grands comptes, et qu'en fait, on a dans les bases de données généralement les chiffres d'affaires, par exemple, des filiales. On va avoir des chiffres d'affaires de filiales qui vont peut-être faire 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ne vont pas être mis dans ces grands comptes-là. Donc, travailler avec nomination, ça permet justement d'avoir une vision globale sur un groupe. D'avoir une vision rationnelle d'un compte aussi, hein. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez décider de ne pas cibler les filiales, mais si vous ciblez les filiales, vous avez en fait toute la rationalisation qui est faite. Et c'est le travail que fait IonU avec vous. Et quelqu'un parlait tout à l'heure d'intégration. Alors, je ne sais pas si c'était l'intégration entre les deux packages que tu as présentés ou si c'était l'intégration entre IonU. L'intégration que nous avons, c'est un partenariat très fort qui, sur la partie contact et base, délègue complètement la possibilité à IonU de vous présenter et d'englober nos services à l'intérieur de leurs propositions. Super. Nathalie demandait aussi, avec possibilité d'affiner par code APE. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, en gros, la plateforme, c'est une plateforme un peu ergonomique avec des pavés où vous cliquez et il y a une liste qui se génère en temps réel. Mais si vous voulez utiliser de manière plus classique, vous pouvez rentrer une liste de code APE et ça sort les contacts par code APE. Il y a zéro problème là-dessus. Et par centre d'intérêt, je crois. Oui. Enfin, le centre d'intérêt, c'est un des 80 critères de sélection qu'il y a. Il y a beaucoup de critères par profil d'entreprise et par profil de décideur. Il y a, par exemple, l'école qu'a faite la personne, mais il y a aussi les centres d'intérêt, les événements sur lesquels il a pris la parole et les sujets. Parfois, il y a même le lien s'il a donné des interviews dans la presse, le lien vers les interviews. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. On a un client qui voulait faire un événement avant la pandémie sur le thème de l'œnologie.
il a fait un ciblage dans la plateforme sur des gens qui avaient déclaré un intérêt pour le vin et l'œnologie, et du coup, c'était beaucoup plus ciblé, ou pour le golf. On a aussi, par exemple, un client qui nous a utilisé pour une navigatrice qui recherchait des sponsors. Et donc, du coup, ils ont sélectionné que des femmes, et des femmes qui avaient déclaré un intérêt pour la voile. Et du coup, elle s'est retrouvée, au lieu, ils envoyaient des emailing pour recruter des sponsors sur 6000 contacts. Là, elle s'est retrouvée avec une liste de 45 contacts. Du coup, ils ont pu les joindre et par emailing, mais après aussi par téléphone. Et elle a trouvé 2 sponsors parmi cette liste de 45 contacts, puisque c'était beaucoup plus ciblé. Et du coup, l'appétence pour le sujet qui était proposé était plus intéressant. Très bien. Johanna, on a Margot qui demandait, dommage qu'on n'ait pas eu une démo de l'outil justement pour voir. Ah oui, mais en 45 minutes, c'était juste. Mais en réalité, le but du jeu ici, c'était pas de vous proposer la plateforme nomination, c'était vraiment une solution globale que vous apporte YNU. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait, si l'intérêt que vous avez pour nomination, c'est de faire du marketing automation, des campagnes marketing et de cibler via du marketing INU et votre contact de prédilection. Si maintenant vous êtes intéressé par les modules de prospection, comme je vous parlais tout à l'heure, où vous pouvez engager un par un à travers la plateforme, vous envoyez un petit mail à Yacine et il nous transmettra, il y a 0 problème. Si ça sort des modules qui sont vendus par INU en direct, INU est complètement en contact avec nous permanent et nous transmet, et moi je vous mettrai en contact avec un commercial de chez Nomination, il n'y a absolument aucun problème. Et vous aurez une démo tranquillement qui sera adaptée à votre propre besoin. Et ce n'était pas le sujet du jour en réalité aujourd'hui. Mais merci en tous les cas pour votre intérêt, c'est très sympathique. Alors, quelle heure est-il? Il est 2h23, je vous propose que... Est-ce que tu as d'autres questions encore, Yacine? Non, c'est bon, j'ai pris toutes les questions du chat. Votre dernière chance, là, si vous avez une question à poser, c'est que ça arrive tout de suite dans le chat, sinon on va vous souhaiter bon appétit. Je crois qu'on va souhaiter bon appétit. Voilà, bon appétit à tous. Merci pour votre écoute et merci Nicolas et Yacine de m'avoir invité à participer. J'en prie, c'était un plaisir. Et puis, merci à tous d'avoir été si nombreux. Il y a eu 120 inscrits pour ce webinaire. C'était vraiment une réussite. Donc, voilà. Merci à tous. Et puis, à très bientôt. Voilà. Merci. Merci, au revoir. bon appétit à tous. Au revoir.